Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Sabrina Boudfar, qui est CEO et fondatrice de Noma Tokenomics. Comment vas-tu, Sabrina? Merci Jean de me recevoir. Je vais très bien, je vais très bien. Je suis très heureuse d'être ici. On est très content de t'avoir. On sait que voilà, tu es une personne qui compte. Tu es présente dans différents pays, notamment en Suisse, à Lausanne, où tu fais beaucoup de travail. On entend énormément parler de toi. Donc pour nous, c'est vraiment un plaisir et encore une fois un honneur de te recevoir. Déjà, Sabrina, avant de commencer, est-ce qu'on pourrait en savoir plus sur qui est Sabrina? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu as fait avant de t'intéresser à l'écosystème Web3? Parce qu'on le sait tous, on n'arrive pas dans l'écosystème Web3 par hasard, à part si on a 16 ans. Et donc, du coup, on vient d'arriver, on voit les cryptos, on se dit, tiens, on commence par ça. On a tous une vie avant le Web3. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui est Sabrina? Qu'est-ce que tu fais? On est vraiment impatients. Oui, bien sûr. Qui je suis? Alors, Sabrina Boudefar, je suis française, je viens de Chambéry, en Ok, Savoie, donc pas très loin de Lausanne. Mon parcours, j'ai fait mes études à l'IAE de Lyon, puis bravo. à Panthéon-Assas. Donc, j'ai vraiment un parcours de gestionnaire d'entreprise. J'ai commencé ma carrière dans l'audit. Et puis, tout doucement, j'ai gravi les échelons jusqu'à des postes de direction. Mais surtout, j'ai eu la chance de découvrir le Bitcoin par hasard en 2011. Et puis, j'ai fait Wow. mon premier investissement. Oui, puis j'ai été tout de suite attirée par cette monnaie digitale qui était indépendante des gouvernements. Ça me paraissait assez fascinant et qui avait une valeur que je ne comprenais pas forcément à l'époque, mais en tout cas, j'étais très attirée. Puis j'ai oublié et j'en ai réentendu parler en 2017. Et voilà, c'est là que je suis rentrée dans la learning curve, on va dire, le rabbit hole des crypto-monnaies. Et puis, au-delà, c'est là que j'ai commencé à aller au-delà de l'investissement et puis de la recherche du rendement. Voilà. C'est ce Ah, qui t'es m'a quand même inspirée. vachement early. Pardon, oui. T'es vachement early. Oui, j'aurais pu être même hyper early si j'avais acheté en 2011. Mais j'ai commencé ma learning curve en 2017. Ouais. Mais oui, Ouais. c'est tôt. Après, je me suis lancée donc en tant qu'entrepreneur en 2020. Donc oui, c'est assez tôt. Incroyable parcours. Ouais, vraiment bravo. Effectivement, avoir eu la chance, ne serait-ce que même si tu n'as pas investi dedans, de découvrir le Bitcoin en 2011, c'est Mm. incroyable. Bravo à toi. Ça montre vraiment que tu es early. Et il n'y a pas beaucoup de gens, même qui ont entendu parler déjà du Bitcoin en 2011, encore d'autres il y en a très peu qui ont cru ou qui ont commencé à s'y intéresser. Toi, tu faisais le cas. Enfin, c'était ton cas et encore moins de personnes qui ont commencé à investir en 2011. Donc, le faire en 2017, c'est énormément early et vraiment bravo à toi. Et c'est marrant parce que souvent, les personnes disent j'ai entendu parler du Bitcoin avant, mais soit j'avais pas le temps, soit j'étais sur autre chose. Et après, Mm. j'en ai entendu parler, souvent dans des phases de bull run. Et là, je me suis dit, OK, Oui. j'en ai entendu parler, je vais me reconcentrer. Et donc, du coup, 2017, tes premiers investissements et vraiment tes premiers amours, on va dire, sur la partie Web3, jusqu'à 2020, créer Noma. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur qu'est-ce qui t'a poussé à créer Noma? Pourquoi Noma? Vraiment impatient d'en savoir plus. Ouais, bien sûr. Ce qui m'a vraiment inspirée à créer Noma, mon drive, comme on dit en anglais, c'était de défendre les idées de la liberté au sens large. Ok. Moi, je me retrouve vraiment dans le manifeste des cypherpunks. Je me retrouve derrière les idées de la liberté au sens vraiment général. C'est la liberté de publier l'information qu'on souhaite seulement, la liberté économique, la liberté financière à travers les nouvelles technologies. Donc, j'ai une vision vraiment plutôt libérale, on va dire, de l'économie. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai tout de suite adhéré à la vision de Bitcoin et des cypherpunks. Et en fait, à travers Noma, moi, je voulais apporter ma petite pierre à cet édifice en accompagnant un peu les entrepreneurs qui développent des solutions et puis voilà, qui se battent un peu pour cette cause. Puis, je suis convaincue aussi qu'avec détermination et vision, les Ouais, c'est barrières clair. peuvent être brisées et voilà, on peut atteindre nos rêves. Donc voilà, c'est un peu Noma, c'est ma pierre à cet édifice. Bravo. Et Noma, vous êtes basé où du coup? Alors, on a commencé en France, du coup, et là, on est à Lausanne.
Voilà, donc basé Génial. À à Lausanne. Lausanne, au cœur de la Romandie, dans la Crypto-Vallée. Ouais, trop bien, trop bien. Effectivement, Lausanne, ça bouge beaucoup. On connaît tous Swissborg, on connaît énormément de sociétés Oui. qui sont à Lausanne, donc ça fait vraiment plaisir de voir, bah, des gens de l'écosystème lausannois. Je connais très bien Lausanne, ville incroyable qui bouge beaucoup et comme tu le dis, voilà, le canton, c'est assez, ça se développe assez dans l'écosystème, crypto avec encore Neuchâtel, avec Zug aussi, un petit peu Genève aussi, donc ouais, franchement bravo, bravo à toi et quel est ton rôle, toi, en tant que fondatrice, bah, de Noma? Quel objectif t'inspire pour développer Noma et quels sont les objectifs de la société au niveau développement et création de valeur? Oui, bah, alors la vision de Noma, c'est vraiment de promouvoir des innovations Web3 qui soient durables et puis, comme on le disait avant, qui favorisent la liberté économique et financière. Ça, c'est vraiment notre vision au sens large. Après, notre mission là-dedans, bah, évidemment, c'est d'accompagner les entreprises, les marques, les entrepreneurs à faire la transition vers cette économie. Et bah, la chance qu'on a, c'est que cette vision, c'est pas seulement celle de Noma, finalement, elle est vraiment partagée par l'industrie. C'est OK. c'est une chance qu'on a parce que la blockchain permet finalement à tout le monde de développer de nouvelles initiatives pour cette cause. Donc voilà, moi je dirais mon engagement, bah, forcément, va guider nos initiatives, mais après voilà, on est une petite société, on a tous un impact fort et on est tous passionnés par l'entrepreneuriat. C'est vraiment le cœur, je Waouh! pense, de notre mission. Bah, bravo, bravo à toi. Alors, je suis une entreprise, je viens te voir. Quel service je pourrais, m'attendre à recevoir de toi? Quelle est la valeur que tu vas pouvoir apporter à ma société? D'accord. Alors, donc déjà, ça va dépendre un peu du type de société que tu as. Si par D'accord? exemple, tu es plutôt dans disons, à la tête d'un corporate qui veut faire de la transformation digitale, on va avoir une approche un peu différente d'une start-up, par exemple, qui crée un protocole décentralisé pour valider, je ne sais pas, des data feeds ou autres. Donc, ce serait deux approches différentes. Donc, on a vraiment une relation différente avec les startups qui développent des protocoles et puis les corporates. Donc, dans le cadre d'une startup qui va développer son protocole, alors on va l'accompagner, enfin son protocole ou son jeu ou son économie décentralisée dans la social finance, par exemple. Très bien. Alors, on va les accompagner de A à Z, donc avec un mandat d'exploration éventuellement au début, un support dans le design de leur tokenomics. Je crois qu'on reviendra après sur ce qu'est la Ouais. tokenomics exactement. Et puis, on les accompagnera aussi dans le lancement de leur token. Notre force à Noma, c'est qu'on bah voilà, on vient pas d'arriver dans l'industrie, hein, on a accompagné beaucoup de projets. On a aussi un réseau de partenaires très important avec qui on travaille main dans la main. Et grâce à cet écosystème qu'on a réussi à co-créer avec nos partenaires, on arrive vraiment à propulser des projets et vraiment leur garantir la sécurité juridique et économique dont ils ont besoin. Donc voilà, donc on va accompagner les startups vraiment sur tout le processus de lancement de leur token. De la phase exploration, la phase validation du modèle économique, validation juridique, et puis lancement avec les bons partenaires, Centralized Exchange, Decentralized Exchange, Launchpad, etc. Pour les corporates, donc là, on a plutôt des mandats d'exploration et d'analyse de cas pratiques, puisque D'accord. souvent la tokenisation rentre dans ce qu'on appelle la transformation digitale, sauf que c'est un sujet que je connais bien avec mon ancienne carrière. Donc là, on a plutôt des mandats d'analyse de marché, de formation et d'exploration d'études de cas existants. Donc voilà un OK, peu les d'accord. deux points d'entrée pour répondre. OK. Bah, quand tu parles de tokenisation, je crois que tu as tokenisé ou accompagné à la tokenisation plus de 50 produits en tokenisation. C'est énorme parce qu'on sait que l'écosystème est nouveau, donc autant de produits en si peu de Oui. temps, vraiment bravo à toi. Si moi je suis une société, bah, Web2, tu m'aides du coup à faire le pont entre le Web2 et le Web3, c'est exact? Absolument, absolument. Mmh. Donc, OK. nous, on va t'accompagner puis t'aider à définir ta stratégie. Donc,
comment faire le pont. Donc, la phase de setup, par exemple, comment créer son white paper, Ouais, designer son gros truc tokenomics complet. initial, voilà. Sachant qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire trop tôt. On ne va pas designer un tokenomics trop tôt dans la vie d'un projet parce qu'on n'arrivera pas forcément à faire les bonnes simulations. On va pas, mais par contre, il faut la bonne structuration juridique, il faut choisir la bonne juridiction. Donc, nous, on a des projets, des clients qui sont internationaux, donc on les aide aussi à choisir la bonne juridiction pour s'établir. Évidemment, la Suisse est un pays fortement recommandé, mais il y a d'autres juridictions crypto-friendly aussi qui peuvent mieux convenir à certains projets dans certains cas. Donc, voilà, on est là vraiment à ce niveau-là. Waouh, bravo. Bravo, en fait, tu es le vrai couteau suisse. C'est pour ça que tu es à Lausanne. C'est comme ça, tu Exactement. arrives et tu proposes tout, tu as tout en un, on t'appelle et tu peux tout faire. Vraiment bravo. Je Avec nos pense que les partenaires, gens oui. pardon? Avec nos partenaires. Ah, avec tes partenaires, bah, dans tous les cas, vaut mieux être toujours plusieurs, hein, pour développer une société. Vraiment bravo à toi et on sent vraiment l'inspiration que tu proposes avec, quelque chose de complet, tout simplement même du consulting. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses et du coup, on peut tout simplement se dire: «OK, maintenant j'ai un intérêt pour, attaquer l'écosystème Web3, je ne sais pas comment ça fonctionne». Bah, toc, 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 Sabrina. Donc en gros, c'est vraiment bien. Bravo pour ta vision parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui ont encore un petit peu du mal à se lancer et toi, tu arrives et tu apportes de la valeur pour justement les aider à se développer, à grandir et tout. Donc, vraiment bravo à toi. Et actuellement, dans les interventions que tu fais avec les sociétés, comment arrives à attaquer ce marché? Est-ce que directement ils comprennent? Est-ce qu'ils viennent, ils sont curieux et tu dois un peu les former, les éduquer? Est-ce que la plupart de tes clients, ils arrivent, ils comprennent? Et quel genre d'intervention tu fais pour justement encore plus te faire connaître dans l'écosystème, pour que les personnes se disent: ouais, c'est ça que je veux faire et en plus, je peux le faire avec Sabrina? Oui, alors c'est vrai que la plupart de nos clients sont quand même des projets qui sont déjà du Web3. D'accord, Donc ok. voilà, ça reste quand même la plus grosse partie de notre marché. Donc ils ont besoin d'un regard externe sur leur modèle économique. Donc ils nous demandent de réaliser des simulations particulières, de créer des scénarios particuliers pour tester leur modèle et s'assurer d'un lancement efficace. Ça reste quand même le plus gros de notre marché. Après, Trop effectivement, on bien. travaille aussi avec des projets qui ont moins d'expérience Web3, donc ils sont plutôt Web2. Et là, effectivement, on a plus de travail d'éducation à faire et d'accompagnement, notamment sur la chaîne de valeur du lancement, parce qu'on a beaucoup de zones, on a beaucoup de zones à risque. On a beaucoup de clients qui parfois veulent aller trop vite dans le lancement de leur token et qui ne vont pas forcément solliciter les bons acteurs. Donc là, nous, on a vraiment un rôle très 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 important avec les gens qui connaissent pas bien le Web3 pour leur expliquer Ok. que on doit faire attention aux partenaires qu'on choisit. On prend que des tiers 1, des tiers 2. On ne va pas travailler avec des advisors qui n'ont pas d'expérience puisqu'on peut mettre à risque notre communauté et puis notre projet. Donc, Ah, trop c'est bien. deux approches assez différentes. Et puis même dans les projets du Web3, on a quand même toujours ce rôle parce que même si les gens sont spécialistes, ils n'ont pas tous lancé 15 tokens. Donc, voilà. Ouais, Et c'est puis, clair. les partenaires peuvent changer les petites clauses des contrats, des launchpads ou des market makers évoluent avec le temps. Les risques aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux d'il y a 3 ans. Ok. Donc notre rôle Ok. est vraiment là, d'essayer de garantir tout mettre en œuvre en fait pour que le projet se lance avec succès. Ouais, c'est ce qu'on appelle en gros la tokenomics, on y reviendra et encore une fois, bravo pour ta vision. Si donc là, tu dis que tu es basé en Suisse, mais si je suis une société française, belge, luxembourgeoise, est-ce que je peux travailler avec toi? Et si oui, comment on fait pour te contacter? Tout à fait. Donc, évidemment, les sociétés françaises, luxembourgeoises peuvent travailler avec nous avec plaisir. Les Espagnols aussi et les Américains Oui. aussi, parce qu'on parle français, anglais, espagnol. Eh ben, Donc, génial. voilà. Pour nous contacter, c'est assez simple. Donc, moi, on peut me contacter sur mon profil LinkedIn. OK. Sinon, à travers mon site web. Et voilà, on a un OK. formulaire de Donc le site web contact. que vous voyez en bas, Oui. noma.pro. OK, super.
OK, et on mettra tous les liens de la en description, pardon, du podcast, tous les liens de Sabrina pour que vous puissiez la contacter plus facilement. Pour les personnes qui regardent pas le format vidéo, bah, forcément, vous voyez pas ce qu'on partage, mais dans tous les cas, il y a tous les liens en description pour contacter le plus facilement Sabrina. Vraiment bravo encore une fois pour ce que tu fais. Donc on parlait de tokenomics avant. Est-ce qu'on peut peut-être aller un peu plus en détail sur la partie tokenomics, que tu nous expliques un petit peu, bah, déjà, c'est quoi ta définition de tokenomics? Qu'est-ce que ça englobe? C'est quoi la tokenomics pour les gens qui ne sont pas au courant de ce que c'est? D'accord. Alors, la tokenomics, c'est la discipline qui analyse la demande et la supply d'un token avec pour objectif donc de créer de la valeur à l'intérieur d'un écosystème qui est tokenisé. Voilà. Donc OK, quand on regarde, enfin, peut-être que je peux juste réexpliquer qu'est-ce que la tokenisation. C'est ouais, vraiment le fonce. processus de représentation d'un actif par un jeton qui était mis sur la blockchain. Aujourd'hui, on peut presque tout tokeniser, des actions, des dettes, des produits structurés, des droits, des bons, des points d'expérience, des points de fidélité, mais on ne peut pas tokeniser des personnes. On nous a déjà demandé, ce n'est pas possible. Nous, voilà, la tokenomics, c'est vraiment l'analyse de la demande et de la supply du token. Donc, comment mon token à l'intérieur de mon écosystème va être utilisé, par quels acteurs, quels sont les différents use cases de mon token, à quel volume il va être acheté, à quel volume il va être revendu. Donc, souvent, les gens pensent que la tokenomics, c'est regarder l'offre du token, donc la Ouais, supply, le fameux camembert. Et évidemment, c'est important. Évidemment, on fera attention à avoir une émission de tokens et un taux d'inflation pas trop élevé par rapport à la demande. Mais le plus important, c'est comment la valeur est créée à l'intérieur de mon écosystème. Donc, comment je vais vraiment au-delà de la supply. Donc, quels sont les cas d'usage? Quels sont les volumes derrière ces cas d'usage? Quels sont les agents qui interviennent dans mon écosystème? Voilà ce que c'est, de façon un peu simplifiée, la tokenomics. c'est trop bien que tu en parles parce que tu parlais aussi des cas d'usage. Est-ce que tu peux, de manière, bien sûr, non confidentielle, nous parler peut-être de cas d'usage de sociétés que tu as fait sans donner leur nom ou de cas d'usage que tu as fait ou que tu as vu et qui sont intéressants bah, pour la communauté, les personnes qui nous écoutent, qui pourraient voir un petit peu, bah, quels sont les cas d'usage dans la tokenisation? Comme tu le sais, on est tous les 2 dans l'écosystème et parfois la tokenisation pour beaucoup de gens, c'est un peu un mot, savant, les RWA, les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Est-ce que tu peux nous dire, toi, avec tes mots, c'est quoi peut-être encore plus la tokenisation et les cas d'usage que tu as déjà vus et pratiqués? Oui, bien sûr. Alors, il y a vraiment beaucoup de cas d'usage. Peut-être que je peux répondre à la question en segmentant un peu le marché. Donc, Trop bien. effectivement, tu parles des reward assets. Donc, c'est une des catégories qui se développe. La hype est finalement arrivée. Après, plusieurs Enfin. en parlent depuis très longtemps. Mais c'est vrai qu'elle était clairement pas là. Mais là, voilà, c'est là. Donc, ça, c'est je dirais, un des segments qu'on a dans la tokenisation. Donc, les reward assets, c'est une révolution financière qui peut transformer potentiellement vraiment la façon dont on investit. C'est vraiment la représentation des actifs, cette fois réels, tels Ouais. que des obligations, des biens immobiliers, des œuvres d'art, des matières premières sur une blockchain. Donc ça, voilà, ça c'est une tendance quand même qui est forte. C'est un cas d'usage qui est important. C'est aussi un cas qui est lié à la vie réelle. On a aussi donc en autre cas d'usage tous les réseaux de nœuds décentralisés. Typiquement, OK. je pense à Chainlink. Chainlink, c'est un réseau de nœuds. Je crois qu'il y a 31 nœuds qui vont valider ce qu'on appelle des data feeds. Donc, c'est grâce à Chainlink que sur les exchanges décentralisés, on a les prix des actifs qu'on veut acheter. Donc, si demain, je veux acheter de l'Ethereum sur Uniswap, Uniswap, en fait, accède au prix d'Ethereum à travers Chainlink de façon décentralisée. Chainlink accède au prix en interrogeant les réseaux centralisés, les centralized exchanges comme Binance, Coinbase, ils en ont beaucoup.
le réseau de nœuds regarde le prix, le valide et le communique à Uniswap, ce qui nous donne une certitude au moment d'acheter notre actif sur Uniswap. Et on a donc des data feeds qui sont décentralisés. Et là, il y a évidemment tout un modèle économique à l'intérieur. Parce que si les nœuds, évidemment, si un nœud ou tous les nœuds se mettent d'accord et ne donnent pas les bons prix, par exemple, on va acheter l'Ethereum beaucoup trop cher ou pas Ouais. à un prix plus bas. Donc, on a des vrais enjeux. Donc, le modèle économique de Chainlink fonctionne avec un système de slashing et de récompense pour les différents nœuds en fonction du travail qu'ils sont en train de réaliser. Les nœuds, pour être un nœud sur Chainlink, on doit apporter, on doit stacker des tokens, donc il y a un volume de stacking minimum, maximum, etc. Donc ça, voilà, ce sont des modèles, des cas d'usage. J'ai pris l'exemple de Chainlink, mais on peut le répliquer si on veut valider de façon décentralisée d'autres données. C'est des modèles qui sont intéressants. On a aussi des modèles dans le gaming. Hein, évidemment, le gaming, c'est un segment très important dans les cryptos et dans la tokenisation d'une manière générale. Donc, on sait tous que aujourd'hui, on peut avoir son propre avatar, on peut posséder tous les actifs qu'on a dans des jeux vidéo qui sont décentralisés, les échanger, et puis la monnaie à l'intérieur du jeu vidéo peut aussi avoir une valeur dans le monde réel. Donc voilà, ça, ce sont différents cas d'usage. Évidemment, là, il y a la finance décentralisée. Hein, pas reparler d'Uniswap, je pense que tout le monde connaît, ça nous permet d'échanger nos tokens de façon décentralisée. Les concurrents d'Uniswap ont même mis en place un système de revenu sharing, donc ils partagent les revenus, les frais qu'on paye quand on swap des tokens peuvent être reversés aux utilisateurs qui ont investi dans le token du protocole au début. Ça crée des boucles positives pour tout le monde. Voilà, un peu des modèles existants qui fonctionnent. Et j'ai pas pris des nouveaux modèles volontairement. Ce sont des modèles assez anciens du monde réel, du monde digital. Voilà. Ouais, très intéressant. Merci vraiment pour ton explication. Puis voilà les différentes cas d'usage que tu as montrés. Quels sont les principaux défis pour toi qui es déjà dans cet écosystème quand justement les gens viennent te voir et te disent bah voilà, je veux tokeniser ou je veux me développer. Quels sont les plus gros défis que tu as à l'heure actuelle et comment tu as fait pour les résoudre? Oui, bah alors les plus gros défis, je dirais, on est dans le monde des startups. Donc, dans le Web3 ou ailleurs, il y a des défis qui sont partagés. Et puis, que je vois beaucoup dans le Web3. Donc, il y a beaucoup de gens qui arrivent et ils pensent qu'ils vont créer un token et puis grâce à un token, ils vont tout de suite avoir une communauté et ils vont tout de suite Ouais. se financer. Voilà. Donc déjà ça, voilà, c'est un peu les opportunistes. On en a beaucoup pendant le bull market. Donc bon, faut faire attention. Il faut juste leur expliquer que c'est pas si simple la création d'une startup. Tellement. Après, on a d'autres projets plus sérieux, mais qui, par exemple, vont avoir du mal à trouver leur market fit. Donc, ils vont développer un produit. Il y en a qui peuvent passer vraiment beaucoup de temps à développer des produits qui semblent vraiment intéressants. Et puis, mais que voilà, personne n'est vraiment là pour utiliser leur produit, payer pour utiliser le produit, et puis même recommander des gens dans leur entourage d'utiliser le produit. Donc, c'est ce qu'on appelle le product market fit. Et ça, c'est quelque chose d'assez compliqué d'avoir le product market fit. Donc voilà, c'est un peu des challenges qu'on a dans l'industrie, mais je pense que c'est quand même partagé avec le monde des startups d'une manière générale, parce que je le vois aussi Mmh. à Mass Challenge avec des startups qui ne sont même pas dans le Web3 et qui ont des problèmes de market fit. Ouais. OK et justement, parlons de Mass Challenge. Quels sont, les résultats qu'il y a eu avec Mass Challenge et comment vous faites pour lever des fonds? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est pas difficile? On sait que tu as aidé plusieurs clients à lever des fonds, vraiment bravo à toi. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette partie? Oui, bah, alors Mass Challenge, on intervient en tant que mentor. OK. Donc,
Voilà, c'est assez différent de Noma. Enfin, ça reste favoriser un peu la dynamique entrepreneuriale dans l'écosystème des startups. Ce qui est intéressant, c'est que les startups arrivent de partout, c'est pas seulement des startups euh, suisses ou même européennes. Et là, notre accompagnement, ça dépend en fait, hein, mais on est plutôt là pour regarder comment leurs produits passent les différentes étapes. Comment est-ce qu'ils ont validé leurs clients? Est-ce qu'ils ont un product market fit justement? Et puis s'ils n'en ont pas, quel est le plan pour y arriver? OK, d'accord, ouais, donc c'est vraiment un parcours global sur lequel tu les accompagnes et ça représente combien de levées, je sais pas, par an, par exemple? Alors, c'est en fait, chaque projet est différent. Donc, nous, les projets qu'on accompagne avec Noma, en fait, il y a plusieurs phases dans le lancement, il y a plusieurs phases dans la levée et il y a plusieurs acteurs. D'accord, Donc, d'accord. oui. Donc, par exemple, quand je vais faire ma levée, typiquement, je veux prendre un process qui est répétable, mais on peut suivre un chemin différent, hein. Mais D'accord. souvent, on va commencer par une community sale, donc une vente auprès de la communauté. Cette communauté, la toute première communauté qu'on a, c'est souvent les friends, family and fool. Donc, Mmh. la famille, les amis et les idiots qui croient en l'entrepreneur et du coup vont commencer à investir quelques fonds. C'est pas forcément des montants très élevés. Friends and Family, c'est jusqu'à 100 000, 150 000. Il y en a qui font plus. Mais voilà, ça, c'est vraiment la première levée qu'on voit dans les phases amorçage. C'est ce qui va aussi donner de la confiance plus tard aux investisseurs qui vont venir, parce que si les amis ont suivi, ça engage un peu plus l'investisseur, évidemment, le fondateur, pardon, et ça crée de la confiance dans les phases suivantes. Donc ça, c'est la toute OK. première phase. Ensuite, souvent, donc, je disais, on a la community sale, donc on va vendre le token à l'intérieur de notre communauté. Donc ça, c'est important, notamment pour les projets qui vont avoir besoin d'une communauté plus tard. Donc, il faut les engager dès le début. Donc, la community sale, elle arrive juste après les friends and family. On peut avoir des business angels, des VC parfois. Et OK. souvent, le montant, alors les valorisations des projets ont beaucoup diminué, même dans le Web3. Elles ont explosé dans l'intelligence artificielle, elles ont diminué chez nous. Donc nous, on avait des valorisations à 10-15 millions, même en seed, pendant plusieurs années. Aujourd'hui, c'est plus bas, c'est difficile de mettre un chiffre, mais en tout cas, c'est clairement pas 15 millions. C'est entre 5 et 10 grand maximum. En equity, c'est plutôt 5. Donc ça, c'est la valo. Et puis après, l'investissement au niveau de la communauté, ça dépend. Moi, j'ai tendance à dire, on a en général mes clients, et puis dans les analyses que j'ai faites, c'est ce que j'ai vu, on a entre 500 et 1000 personnes qui vont investir entre 500 et 1000 francs. Voilà, pour simplifier. OK. Donc ça nous donne une fourchette quand même assez importante, hein, pour un projet qui est en seed, pré-seed, c'est pas mal. Et là, on n'a pas encore lancé notre token, évidemment. La phase suivante, ce sont les venture capitalistes. Donc pendant la community sale, parfois on a les business angels. Et puis la OK. phase suivante, ce sont les venture capitalistes qui sont les investisseurs professionnels qui, eux, arrivent avec, viennent pas avec 1000 francs, on va dire. Ils vont investir beaucoup plus. Et puis ensuite, on a le lancement. Le lancement qui peut se faire sur d'abord un launchpad, un centralized exchange et un decentralized exchange, par exemple. Et ces différentes phases de lancement vont aussi apporter des financements au projet. OK. Bah, Donc, bravo, c'est merci pour quand même cette assez explication. structuré. Pardon. D'accord, OK. Mais alors moi, il y a une question qui me franchement bravo pour ce que tu fais. Il y a une question qui me taraude, c'est comment on fait pour lever des fonds comme ça? Parce qu'on sait que tu as accompagné je crois que tu as accompagné beaucoup, beaucoup de sociétés et tu as réussi à lever presque une centaine de millions. C'est quoi la recette magique? Est-ce qu'il y a une recette magique pour lever des fonds? Parce que
On en a pour beaucoup de gens, tu l'as dit toi-même, il y a des gens, ils arrivent avec un projet, ils ont l'impression qu'ils vont lever des fonds, ils lèvent pas un centime. Il y a des gens qui arrivent, qui ont un projet qui est pas ouf et bon, ceux-là, ça sert à rien de perdre du temps avec eux. Il y a des gens qui sont très tech et qui arrivent pas forcément à être sur la partie commerciale. Est-ce qu'il y a une recette magique pour lever des fonds? Oui, bah, je pense que, enfin, une recette magique, je sais pas, hein, mais ce que je vois, c'est déjà, il faut vraiment se focaliser sur le problème qu'on veut résoudre. Parce Ok. qu'aujourd'hui, on a une belle technologie. Effectivement, la blockchain, c'est une technologie qui est fascinante. On peut faire beaucoup de choses. On peut accélérer les transactions, réduire leurs coûts. On a un impact potentiel sur la vie de personnes qui n'ont pas de compte bancaire qui peut être énorme. Mhm. Mais ça reste une technologie. Ce qu'il faut, c'est résoudre un problème. Donc, et je trouve, il y a beaucoup de gens qui veulent chercher des applications à la technologie, alors que la base, c'est résoudre un problème. Donc, si on a un problème concret, si on arrive à identifier des utilisateurs ou des clients qui ont qui sont vraiment qui subissent hein, ce problème tous Mhm. les jours, alors là, on va créer de la valeur. Et je pense que c'est ça qu'il faut rechercher. C'est vraiment raisonner, penser à son client potentiel, son utilisateur potentiel. De quoi est-ce qu'ils ont besoin concrètement, se mettre à leur place et puis presque être obsédé par ça pour essayer de créer une réponse à ce problème. Euh, si c'est nous-mêmes qui rencontrons le problème, c'est bien aussi parce que du coup, ça veut dire qu'on le connaît bien et puis on essaie de résoudre Ouais. un problème voilà, qu'on maîtrise. Mais attention à ne pas résoudre un problème qu'on est le seul à avoir aussi. Donc, il faut aussi avoir tablé sur un marché qui est assez grand, et voilà, vraiment résoudre un problème réel, se mettre à la place du client, être proche de son client, parler avec eux. Euh, et puis, je pense que c'est quand même assez important. Si on a juste une idée, Ouais, je suis c'est d'accord. intéressant d'avoir des idées. C'est très, très intéressant. C'est la base de tout. Et une mauvaise idée, bah, c'est la pire chose hein, qui puisse arriver, évidemment. Mais une bonne idée, c'est pas suffisant. Donc, il faut vraiment aller à la creuser, aller plus loin, j'ai envie de dire, oui, raisonner problème. C'est vraiment très intéressant de t'écouter parler. On voit que tu sais vulgariser, on voit que tu apportes, voilà, une explication très pointue dans tout ce que tu fais. Est-ce que tu as déjà pensé à faire de l'éducation ou à faire des conférences dans l'écosystème? Si c Ou peut-être tu l'as déjà fait et si c'est le cas, bah, dis-nous en plus. Je suis vraiment très intéressé par ça parce qu'on sent vraiment que tu as une fibre, où on voit que tu aimes, bah, apporter de la valeur, expliquer. Alors après, c'est le job aussi de la partie consulting, donc c'est forcément inné en toi, mais on sent qu'il y a quelque chose de plus. Est-ce que du coup, tu as déjà fait des conférences? Oui, effectivement. OK, Effectivement, c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien partager mes connaissances d'une manière générale. C'est pas trop bien. spécialement nouveau dans le Web3. C'est quelque chose ouais, que j'apprécie. Je suis effectivement conférencière pour le CAS Blockchain et Finance. Sinon, OK, bravo. je donne, oui, je donne aussi. Enfin, parfois, je suis invitée à des podcasts comme aujourd'hui. Je te remercie Trop encore. bien. Et puis, j'interviens aussi ponctuellement. Là, dernièrement, j'étais invitée à donner un cours sur la tokenomics, justement, pour la Chambre de commerce de Genève, OK, à travers l'association The Good Token Society. Enfin voilà, donc bravo. régulièrement, je suis invitée. Et le CAS Blockchain Finance, donc c'est un diplôme, le premier diplôme qui associe vraiment la blockchain et la finance. Il est délivré par la HEG Genève. Et là, j'interviens aussi sur le modèle, sur les tokenomics, donc en fait avec les étudiants. On va regarder vraiment tous les basiques les basiques de la tokenomics et puis on étudie des modèles comme Chainlink justement, AAVE, Realty, Uniswap et puis on rentre un peu dans le détail de ce qui se passe à l'intérieur de ces protocoles, quel est le token flow, quels sont les volumes d'échange. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que dans la blockchain, en fait, on a accès à quasiment toutes les données à travers des outils analytiques.
comme Dune Analytics ou Token Terminal. Donc, en 5 minutes, je peux voir les revenus on-chain de Chainlink, les revenus, les commissions sur Ethereum, la total value lock d'un protocole, etc. Et donc, on peut faire beaucoup d'analyse de ratios et d'analyse de fondamentaux sur les différents protocoles. Donc, l'objectif de la formation du CAS Blockchain et Finance, en tout cas sur la partie tokenomics, c'est que les participants soient vraiment à l'aise pour analyser un protocole, comprendre comment la valeur est créée, mais aussi lancer leur propre protocole. OK, très clair. Ouais, on voit vraiment à force de parler avec toi que tu as cette logique et cette, méthodologie pardon et que tu arrives à mettre en place vraiment des super choses pour tes clients. Vraiment bravo à toi. Je pense que les clients qui travaillent avec toi doivent être très heureux, en tout cas j'en suis persuadé. Comment ton exécutif MBA t'a permis justement de pouvoir être encore plus pointu dans la partie conseil et la partie stratégie dans le Web3? Oui, alors effectivement, j'ai fait mon MBA à l'IMD de Lausanne. Bon, comme tous les MBA, ça nous apporte des compétences très fortes en gestion d'entreprise, stratégie, finance, investissement. Ouais. Et après, ça m'a aussi apporté un réseau quand même assez incroyable et puis des opportunités de carrière, même si j'étais déjà entrepreneur, mais des opportunités de carrière et aussi des opportunités de développement pour Noma qui étaient assez intéressantes. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'était très pratique, en fait. Enfin, il y avait une partie théorique quand même intense, mais il y avait aussi une partie très, très pratique. Donc, par exemple, j'ai eu la chance d'aller au Kenya. On était Waouh! on était je sais plus combien, une vingtaine ou une trentaine de notre promotion à partir. Ça s'appelle des Discovery Expedition. Donc, nous, on était au Kenya. Et puis, par équipe, on devait être 5 dans mon équipe. Notre objectif, c'était entre autres d'accompagner une entrepreneuse qui était dans le domaine de la mode et qui n'arrivait pas à développer son activité. Donc, on a un peu analysé ce qui se passait. On a interviewé ses clients. On est allé partout à Nairobi pour essayer de comprendre ce qu'elle faisait et ce qui se passait. On a découvert que, déjà, elle avait un manque de volume qui l'empêchait clairement de scaler, mais aussi elle avait un positionnement qui n'était pas très clair, niveau premium versus mass market. Donc, c'était super intéressant d'être dans un autre pays avec une autre culture et puis d'essayer humblement de comprendre ce qui se passe et puis apporter des pistes à l'entrepreneuse. On est aussi allé aux États-Unis, donc un autre contexte, un autre décor, cette fois pour mener une levée de fonds pour une scale-up suisse auprès d'investisseurs de la Silicon Valley. Voilà, Waouh! donc et c'était aussi très, très intense, très intéressant. Donc, c'est des expériences qui sont différentes, qui vraiment nous ont permis de mettre en application tout ce qu'on a appris d'un point de vue gestion d'entreprise, stratégie, finance, mais aussi leadership et aussi compréhension des clients et des investisseurs et tout l'écosystème qu'il y a autour d'une entreprise. Et moi, tout ça, ça a clairement inspiré ce que je fais aujourd'hui. C'est là aussi que j'ai découvert le système MPESA. C'est l'équivalent de la Orange Money. Moi, j'avais entendu parler de la Orange Money en étant en France, avec la France-Afrique, forcément. Mais en fait, ça vient de l'MPESA et c'est le banking sur une carte SIM. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique, on le sait, la plupart des gens n'ont pas de compte bancaire. Et avoir un compte bancaire, c'est la base pour pouvoir commercer. Et en fait, ils le font grâce à leur téléphone parce qu'ils n'ont pas de compte bancaire, mais ils ont tous un smartphone et la plupart sont quand même bien connectés à Internet. Et donc, ce que j'ai vu là-bas, c'est une adoption des fintechs bien, bien plus élevée que chez nous, mais vraiment, vraiment plus élevée. Et pourquoi ? Parce qu'ils en ont vraiment besoin. Nous, on a Twint, on a PayPal, il y a une adoption quand même importante, mais on n'a pas le même besoin que quelqu'un qui n'a même pas de compte bancaire. Moi, j'avais trouvé ça vraiment fascinant et j'avais vu aussi qu'il y a beaucoup de projets fintech qui faisaient des expériences marché en allant justement dans ces pays-là, parce qu'il y a plus de réponses, il y a plus d'adoption.
Ah, c'est fou, c'est fou. Bah, merci vraiment pour le partage de tes différentes expériences. Pendant qu'on est dans le domaine un peu, bah, du développement de l'entrepreneuriat, est-ce qu'on peut te poser un peu plus de questions sur la partie entrepreneur? Donc ça fait quelques années maintenant que tu es entrepreneur. Heu, c'est quoi pour toi le rôle d'entrepreneur? Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile? Est-ce que c'est quelque chose qui est épuisant? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, bah, voilà, qui pour eux, c'est difficile parce que, bah, on dort pas beaucoup, on travaille énormément. Heu, quelle est toi pour toi ta vision par rapport à ça? Et une autre question dans la question, est-ce que toi, tu as réussi à trouver cet équilibre justement entre la vie pro, la vie perso, pour pouvoir allier les 2 ou bah, ou tu fais partie des gens qui travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et qui ont du mal à voir le soleil? Ou est-ce que tu fais partie des gens qui ont réussi à trouver un équilibre parfait? Oui, vaste question, effectivement. Oui, l'entrepreneuriat, c'est pas toujours l'Eldorado, hein. Bon, je pense que maintenant, les gens commencent un peu plus à le savoir. C'est vrai qu'on peut travailler un peu d'où on veut, ou presque, parce qu'on n'est pas non plus tous les jours en réunion présentielle avec des clients, et alors encore moins si on est dans le Web3. Donc, ce sont des avantages quand même qui sont assez clairs. Après, en rythme de vie, bah, c'est quand même assez difficile au début parce que quand on commence, on n'a pas toujours des clients, on n'a pas toujours un produit, on n'a pas toujours un service. Ah bah, ouais, Donc, c'est pas du tout évident de trouver son market fit, justement. De trouver qu'est-ce que je fais exactement, pour qui, puis comment je me développe après. Moi, je suis passée par, je pourrais pas dire pendant combien de temps je prenais pas de vacances, où je travaillais tout le temps les week-ends. Après, j'ai ouais. aussi une personnalité, je suis plutôt workaholic, j'étais quand même déjà comme ça avant. J'ai toujours beaucoup travaillé. J'accorde beaucoup d'importance au travail. Donc évidemment, après, en tant qu'entrepreneur, si à la base on est déjà workaholic, si on passe côté entrepreneur, bon, bah, C'est c'est encore pire. multiplié par 10. Parce que ce que j'ai vu aussi quand je suis passée de corporate à entrepreneur, c'est qu'en fait, quand j'étais corporate, même si j'avais des postes de direction, même si j'avais beaucoup de responsabilités, on est quand même biberonné, hein. Parce que, je veux dire, on a toujours la partie administrative est faite par l'entreprise, en fait, clairement. Alors que quand on passe entrepreneur, on doit tout faire. On doit être commercial, on doit Ouais. réaliser le business, on doit être capable de le faire. À minima, le premier produit, il faut bien le faire, il faut être le meilleur même sur le marché, j'ai envie de dire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la partie comptabilité, ou développement commercial, administratif, etc. Et ça, marketing. Ça prend un temps infini. C'est infini, en fait. C'est infini. Donc, et ça dure assez longtemps, hein, cette phase où on n'a pas les ressources pour tout faire. Et Bah, ouais. après, voilà, ça se développe. On finit par trouver la magic sauce. Et puis voilà, après, je pense que ça dépend de chaque personne, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui trouvent plus rapidement la source. Après, moi, je continue quand même à beaucoup travailler. Il y a des phases aussi, hein. Il y a des moments où on a des gros contrats et ça nous demande beaucoup plus d'attention Ouais. et de travail que d'autres. Mais je ne suis pas certaine d'avoir trouvé encore vraiment la recette magique. Miracle. Non. Bon, bah, bravo en tout cas, vraiment bravo et puis merci de nous partager, bah, voilà, ton expérience en tant qu'entrepreneuse. C'est toujours important qu'on puisse avoir, bah, des informations d'autres entrepreneurs, de savoir comment ils travaillent, ce qu'ils font. On sait que c'est un métier qui est difficile pour beaucoup de gens. Les gens se disent: «OK, bah, j'ai un patron, mais il me saoule, je gagne pas assez d'argent, je voudrais avoir plus de temps. Bon, bah, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat». Mais en fait, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut déjà avoir la vision sur peut-être un produit ou un besoin nécessaire et aller apporter une valeur à des clients et corriger peut-être leur douleur ou leur peine et c'est pas juste tu ne deviens pas entrepreneur juste pour toi te faire plaisir, mais justement pour apporter de la valeur aux gens et souvent les gens, ils ont du mal à avec ça et donc du coup, c'est bien que tu puisses le répéter et vraiment bravo encore pour ce que tu fais et merci de l'avoir répété. Hem,
Sabrina, je voudrais qu'on revienne sur la partie un petit peu de tokenisation. On sait que c'est l'un de tes points forts, alors il y en a plein, mais on ne pourra pas tous les traiter aujourd'hui, mais notamment le secteur de la tokenisation. On sait que c'est un secteur qui est en grosse évolution et depuis pas très longtemps, on a des BlackRock qui commencent à en parler, etc. etc. Enfin, ça commence vraiment à avoir une grosse hype. On a parlé justement de la tokenisation et des secteurs d'activité qu'on connaît. Est-ce que pour toi, il y a un secteur d'activité de la tokenisation qui est peut-être le futur de la tokenisation et qui va justement être un peu push par ces grosses sociétés-là? Bah, je pense que déjà, alors, bon, c'est sûr qu'on est au début. Je pense que là, on est Ouais, tous d'accord pour ouais, c'est dire clair. ça. Voilà. Donc, il y a tous les segments qui peuvent se développer. Moi, j'ai l'impression qu'on voit pas vraiment encore les bénéfices de la tokenisation dans notre quotidien. Euh, Ouais, on le voit même pas du tout. D'ailleurs, c'est pour ça, moi, j'entends autour de moi, oui, mais c'est juste le trading, oui, mais c'est juste la spéculation. Enfin, des gens qui ne sont pas vraiment dans le Web3 ne sont pas du tout impactés, ils ne voient pas. Et quand on regarde la market capitalisation du premier use case, après Bitcoin et Ethereum, par exemple, c'est le cash, c'est ouais, Tether et Circle et DAI, ce sont les stablecoins. On a 160 milliards de market capitalisation, c'est tout petit à l'échelle, et c'est un peu notre premier use case. Donc, je pense que déjà, oui, la première chose, c'est de voir dans notre quotidien les bénéfices de la tokenisation qui sont déjà des frais de transaction plus rapides, des coûts beaucoup plus bas, ouais. une liquidité potentiellement augmentée, mais ça, on pourra revenir dessus. Enfin, et ça, appliqué à notre quotidien. Donc, quand on échange, quand on transfère des fonds d'un pays à un autre, on a des frais encore qui sont extrêmement Conséquent. élevés, Mhm. qui sont très très conséquents. Et moi, j'utilise Stripe et j'adore Stripe, c'est pas un problème, mais ils ont des frais quand même encore très élevés. Alors, si en plus on utilise des monnaies un peu bizarres, on a des frais encore plus élevés. Donc, je dirais que oui, on n'a pas encore vu, on n'a pas vraiment vu l'effet de la tokenisation pour le moment, ni sur les reward assets, ni sur le gaming, ni sur la finance. Mais Ouais, je pense que ça va se développer vite. Si on regarde McKinsey, je crois qu'ils disent que les reward assets, c'est entre 5 et 16 trillions. ouais, c'est ça. En Potentiel, c'est ça. 2030, Hein. en Ouais, 2030, c'est ce trilliard. Trillion, bah, c'est énorme. C'est énorme. Mais on est c'est vraiment trop au énorme. début, en fait. Ouais, 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 On est encore trop et au donc les début. gens, ils ont raison de dire oui, mais il n'y a rien, pas encore. Oui, effectivement, c'est tout petit. Ça se Est-ce que développe pour toi, rapidement. ouais, ça se développe rapidement. Et est-ce que pour toi, justement, des grosses sociétés, des grosses entités comme BlackRock qui viennent se mélanger à l'écosystème, qui en parlent, est-ce que pour toi, c'est bon signe, justement, ça va aider à l'adoption? Oui, bah, de toute façon, eux, ils répondent aux besoins des institutionnels d'accéder au Bitcoin. Voilà, c'est ça le problème qu'ils ont résolu à travers leur ETF. Leur ETF, bon, c'est bon, la vision de Bitcoin, c'est plutôt en peer-to-peer, sans intermédiaire, etc. Mais voilà, les institutionnels, c'est un marché comme un autre et c'est un marché qui est très important et ils sont très intéressés par les crypto-monnaies. Et oui, moi, je pense que ça va aider dans l'adoption. Par contre, ça va peut-être aussi apporter des risques additionnels parce que dans le cas des reward assets, par exemple, si jamais ça se développe vraiment, ça peut devenir des actifs cibles pour les Ouais, piratages. Donc, on va avoir des risques de sécurité. Déjà, là, aujourd'hui, les risques sont très importants. Ça peut augmenter. Et ça, quelque part, c'est bien aussi parce que ça va peut-être apporter une meilleure sécurité pour tout le monde. mm, Et c'est nécessaire pour gagner la confiance des futurs investisseurs. ouais, c'est clair. Bah, merci de partager ta vision. C'est vrai qu'on sait que aussi BlackRock, ils sont un peu dans la tokenisation depuis pas très longtemps et je crois qu'ils ont une centaine de millions. Donc,
Je pense que ça va booster effectivement l'écosystème Web3 par les cryptos, par la tokenisation et par autre chose. Mais voilà, si des gros acteurs comme ça, ils sont dans l'écosystème, forcément, ça va nous aider. En tout cas, c'est ce que je pense. Il y a la partie aussi réglementation qui est en train d'évoluer, notamment pour faciliter et sécuriser, bah voilà, soit les investisseurs, soit les institutionnels. Qu'est-ce que toi, tu penses de la partie régulation? Est-ce que c'est quelque chose qui facilite bah, l'écosystème, le développement de l'écosystème? Est-ce que ça ralentit un peu les entrepreneurs? Et est-ce que pour toi, bah, c'est facile de naviguer dans cet écosystème réglementaire quand tu as une société qui vient de voir, qui dit, bah, voilà, moi, je veux lancer mon propre token? Bah, forcément, il y a une partie un peu réglementaire parfois avec des questions. Comment tu arrives à naviguer là-dedans? Oui, effectivement, on est dans un environnement qui est mouvant et Ouais. qui évolue. Il y a trois grandes réglementations, je pense, à connaître. Il y a le Huawei Test aux États-Unis, la régulation de la FINMA en France, pardon, en Suisse, et la MiCA pour l'Europe. Ok. Euh, et ça, c'est important de comprendre les différences parce qu'aujourd'hui, il y a une internationalisation des différents échanges. Quand on émet un jeton, on ne peut pas juste fermer les yeux sur qui va l'acheter. Si un Américain l'achète, que je suis basée en France, quels sont les impacts et inversement. Donc, c'est un sujet important à comprendre pour pouvoir naviguer. Moi, je trouve que la FINMA a une réglementation très claire et stable, avec des rapports et des lignes directrices qui sont vraiment bien définies. Je trouve que le premier rapport date de 2014. En 2017, il y avait la ICO Guideline. 2019, le brouillon de la Lex DLT. Là, récemment, c'était la Stacking Guideline. Ce qui est intéressant avec la FINMA, c'est que la régulation est consistante et il n'y a pas eu de changement. Enfin voilà, elle est stable et elle est consistante, ce qui donne une vraie sécurité juridique. C'est-à-dire que quand on émet un projet en Suisse, on sait dans quel cas on est, on connaît les risques qu'on prend. Il y a Ok. trois types de jetons dans la réglementation suisse à connaître. On a les jetons d'actifs, les jetons utilitaires et puis les jetons de paiement. Donc les jetons d'actifs, c'est vraiment les jetons qui vont représenter des biens comme par exemple une créance, Mhm. comme des capitaux propres. Puis ils vont promettre une part dans des bénéfices futurs de l'entreprise. Donc typiquement, il y a Mon Pèlerin qui était sur Ouais. ton podcast, Arnaud Salomon, qui a développé une technologie qui permet d'émettre justement des jetons d'actifs conformes à la réglementation suisse, et aussi actionnariat, toujours en Suisse à Zurich. Enfin voilà, donc ça c'est un type de jeton. Après on a les jetons utilitaires, qui sont des jetons qui vont donner un accès numérique à une application ou un service. Donc là, je pense par exemple aux jetons Chili's, BNB, Link. Et puis après, on a Mm. les jetons de paiement qui sont destinés à être utilisés comme moyen de paiement pour acquérir des biens ou des services. Donc là, on va penser à l'USDC, l'USDT, etc. Donc c'est très important de comprendre ces catégories parce que la réglementation est différente en fonction de ces catégories. Aux États-Unis, avec le Huawei Test, la plupart des actifs qui sont émis sur la blockchain sont reconnus, peuvent être qualifiés de jetons d'actifs, de security. C'est pour ça qu'il y a toujours des histoires avec la SEC. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on va sur un site web pour acheter un token pendant une pre-sale, on doit certifier qu'on n'est pas américain, etc., etc. Peut-être que ça va évoluer aux États-Unis parce que c'est devenu un sujet politique. On ne sait pas ce qui va se passer d'ici au mois de novembre avec cette réglementation, si la SEC va rester en charge de ces actifs ou si ça va bouger. Après, en Europe, donc on a la MiCA qui doit être mise en œuvre, si je ne dis pas de bêtises, à la fin de l'année. Puis on a aussi trois types de tokens. Les Asset Reference Tokens, qui sont les jetons d'actifs, les e-money tokens, qui correspondent aux jetons de paiement. Et puis, on a aussi ils appellent ça les Other tokens. Tous les tokens qui ne sont pas des Asset Reference Tokens, qui ne sont pas des e-money tokens, rentrent dans les Other tokens,
y compris donc les jetons utilitaires. Donc ça, c'est vraiment important, fondamental de comprendre parce qu'il y a la valeur intrinsèque aussi de l'écosystème qu'on crée derrière. OK. OK, je pense que c'est important de, comme tu l'as dit, de connaître la régulation et de parler avec des personnes comme toi qui la connaissent. Alors effectivement, c'est pas toi qui régule, c'est pas toi qui fais les lois, par contre tu les connais et tu les connais bien et tu vas pouvoir guider vraiment des projets tokenisés ou autres à aller dans la bonne direction et utiliser la bonne stratégie. Quels sont pour toi les succès clés justement pour avoir la meilleure stratégie quand on tokenise un produit? Est-ce qu'il y a une vision qu'il faut absolument avoir? Quelle est l'importance de cette vision? Est-ce que le succès d'un projet tokenisé, ça va dépendre aussi de peut-être de son, comment on peut dire, de, du réseau à qui on peut vendre ces tokens, j'ai perdu le mot, de la communauté, je vais y arriver. Et est-ce que ça peut aussi dépendre tout simplement du projet qu'il y a derrière? Parce qu'effectivement, tous les projets ne sont pas si sexy. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des petites idées, des petites stratégies qui pourraient permettre qu'un projet est meilleur que l'autre? Oui, déjà, ce qu'on disait au début, c'est il faut vraiment résoudre un problème. Après, D'accord. côté réglementaire, voilà, il faut être accompagné donc par un avocat qui va structurer la société, faire les bonnes recommandations et aussi donner une opinion juridique sur la qualification du token. Donc ça, c'est très, très, D'accord. très important d'avoir un avocat indépendant qui va faire ça sur la base du white paper et sur la base de la tokenomics. On a besoin aussi d'avoir un modèle économique qui fasse sens et D'accord. qui crée de la valeur pour les écosystèmes à l'intérieur du projet. Et ça, c'est fondamental. Et nous, on voit vraiment souvent des projets qui potentiellement arrivent à créer de la valeur dans l'écosystème, mais n'arrivent pas à créer de la valeur dans le token de base de l'écosystème. Donc, il faut quand même arriver D'accord. à connecter les autres, sinon, pourquoi faire un token, hein? Déjà, c'est la première question parfois à se poser. Donc là, le modèle économique est évidemment très important. Mais oui, ouais, je dirais ça. Donc, avoir bien validé son modèle économique, avoir sa legal opinion et puis un market fit, une communauté engagée, vraiment engagée, qui va soutenir le projet et puis une communauté qui est loyale. Donc, Ouais. c'est bien de faire des airdrops et de dire ah bah oui, j'ai 1000 wallets dans mon projet. Oui, magnifique. Mais si c'est des token farmers, ils vont pas, ça va pas être des gens loyaux qui ont suivi le projet depuis le début et qui vont passer tempête après tempête. Donc ça c'est fondamental. La plupart des projets Web3 sont des projets communautaires, donc il faut une vraie communauté. J'ai rien contre les airdrops, hein, mais c'est juste c'est pas suffisant. D'avoir 1000 wallets issus d'un airdrop. Ça peut nous faire passer certaines étapes pour les exchanges et autres, mais il faut un peu plus. Ouais. OK, merci encore une fois pour le partage et l'explication. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu une explication de quelle est la différence entre peut-être STO, ICO, IDO? Quelles sont les différentes possibilités et quels conseils tu donnerais à une société qui veut se lancer pour savoir s'il il a plus besoin d'un ICO, d'un STO ou autre chose? Oui, alors STO, c'est Security Token Offering. C'est Mmh. quand on émet un jeton d'actifs. On avait vu juste avant les définitions. Ouais, L'ICO, c'est Initial Coin Offering. C'est OK, quand on fait, par exemple, sa community sale, donc la prévente de son token sur son site web. Donc, on vend le token sur le site web, c'est une ICO. Et une IDO, c'est une Initial Dex Offering. C'est quand on va vendre son token sur un Decentralized Exchange. Par exemple Uniswap ou PancakeSwap. On a aussi les IEO, donc ça, c'était pas ouais, assez compliqué. Donc les fallait plus IEO, c'est ça. Ce sont les initiales exchange offering. C'est quand on lance son token sur un exchange, Binance, Coinbase, Huobi, OKX. Et allez, j'en rajoute un, les ILO.
initial launchpad offering, c'est quand on lance son token sur un launchpad. Donc, nous, ce qu'on conseille, c'est de... Bon, alors déjà, il y a une grande différence entre les STO et les ICO, IDO. Donc, les STO, c'est quand on lance un jeton d'actifs. Donc, un jeton d'actifs, on a vu, l'actif peut représenter de la dette, des capitaux propres, Mmh. etc. Donc là, on est sur une émission qui est régulée. Évidemment, et la vente, la vente du STO sur les marchés secondaires, pour le moment, n'existe pas encore. Donc, la vente du SEO se fait uniquement, principalement sur les marchés primaires, donc de l'émetteur D'accord. vers l'investisseur. Voilà. Donc, ça, c'est une grande différence avec les autres ventes de tokens, comme les ICO, ILO, IDO et IEO. Donc, nous, ce qu'on on conseille pratique, c'est de ne pas aller trop vite. Ça, voilà, c'est simple, mais ne pas prendre le premier émetteur de primary market ou le premier launchpad qui va accepter le projet. Il faut vraiment choisir des acteurs tier 1 pour accompagner ce type de lancement et maximiser le succès. En fait, il vaut mieux ne pas lancer du tout que Ouais, que mal lancer lancer. mal. Ah oui. Ouais. Mal lancé, ça veut dire potentiellement des clauses qu'on n'aura pas lues dans des launchpads, des frais à rembourser, un relaunch, des problèmes réglementaires. Ça peut être vraiment, vraiment très, très grave. Donc, il vaut mieux vraiment faire attention. Moi, je te conseille d'être prudent dans le choix le choix des market makers, le choix des personnes qui vont accompagner dans le primary market, le choix des launchpads, etc. Puis bien lire les différentes clauses. Et puis, je pense que c'est important aussi, peut-être d'être dans des communautés de fondateurs et puis Ah pouvoir ouais. discuter. Voilà. Parce qu'il y a tellement de petites choses que voilà, je pense que les gens peuvent s'aider entre eux. Il y en a de plus en plus, soit à travers soit à travers des accélérateurs, soit à travers des groupes de communautés. Nous, des fois, on met en contact des entrepreneurs entre eux parce qu'on sait que potentiellement, ils ont des Des affinités où ils synergies. peuvent Ouais. des synergies, etc. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de petites choses. Mais voilà, moi, je dirais ne pas aller trop vite. Et puis, des fois, il vaut mieux ne pas lancer que mal lancer parce que les conséquences peuvent être assez graves, ouais, malheureusement. Ouais, c'est bien de le dire et il y a une question qui me permettrait de rebondir là-dessus, c'est en fait, quand on dit: «Il faut prendre son temps», mais comme on sait que les startups ou les gens qui cherchent des fonds, bah, en général, ils ont pas le temps. Du coup, quel est à peu près et il faut bien choisir, comme tu l'as dit, tes partenaires, tes prestataires et cetera. Quel est le temps entre le moment où tu te dis: «OK, je vais lancer mon token» et le moment où tu vas, démarrer la vente de ton token? Il faut combien de temps? C'est quoi le process en général? Ça se compte en semaines, en mois? C'est pour les gens qui nous écoutent et qui veulent, voilà, se lancer dans la tokenisation et qui vont te contacter, à la sortie. Bah, combien de temps il faut entre, bah, ils t'ont écouté, ils se disent: «Tiens, peut-être ça serait pas mal que je lance mon token». Il faut combien de temps à peu près avant que le token soit vraiment, vraiment listé? Il faut 3 à 6 mois pour OK, commencer sa prévente. Et après, le listing, ça va dépendre. OK, Il y en a, ouais, 3 à 6 d'accord, mois. Si on fait par exemple, si on a déjà un peu un mini market fit, euh, on a une conviction, on a un produit, on a disons un MVP ouais, qui tourne bien, on a une communauté qui est engagée. On peut vraiment commencer assez rapidement la community sale. Et après, non, il ne faut pas se précipiter sur les launchpads parce que, je sais pas, si on est en bull market et qu'on n'a pas de place pour lancer dans un launchpad tier 1, bah, il faudra peut-être mieux attendre que de ouais, prendre le premier launchpad qui va nous accepter.
Et c'est pas difficile d'être accepté sur un launchpad, hein, c'est un process, on postule, si on a de l'attraction, si on a un produit qui est utilisé, si on a une communauté qui est active, on est sélectionné par les launchpads. Hein, donc, des fois, Ouais. c'est ça aussi qu'il faut respecter. Donc, ça peut aller vite si on a mis les bonnes briques en place, on va dire. Très bien. Donc, c'est un peu contradictoire ce que je dis. Il ne faut pas aller trop vite, mais ça peut aller vite. Mais Ouais, ça va voilà, dépendre aussi prendre des du étapes. travail qui va être fourni et cetera et je comprends bien. Bah, merci pour le partage. On voit quand même que ça se fait pas en une semaine. Donc c'est parce que vous avez l'idée maintenant que vous allez lancer votre token la fin de la semaine. S'il vous plaît, prenez votre temps. Comme l'a dit Sabrina, contactez-la et regardez avec elle quel est le meilleur délai pour vous lancer. Hem, Juste avant, on parlait enfin tout au début du podcast, on parlait de la tokenisation et des secteurs d'activité dans lesquels il y a de la tokenisation et tu disais que la seule chose en gros qu'on ne peut pas tokeniser, c'est des personnes. Est-ce qu'on t'a déjà approché pour des projets un petit peu loufoques ou des projets un petit peu, heu, border ou des projets un petit peu, différents de ce que tu as déjà entendu ou des personnes qui sont venues te voir et qui t'ont dit: «Bah, Sabrina, moi je voudrais tokeniser un truc» et tu t'es dit: «Ah ouais, les gens ils ont une drôle d'idée». Bien sûr de manière, non confidentielle toujours, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on est venu te voir et tu t'es dit: «Bah, tiens ça c'est quelque chose quand même d'assez original»? Oui, bah, les gens veulent tokeniser des célébrités, ils veulent se tokeniser eux-mêmes, Ouais, ils veulent oui, il y a de tout, hein, je pense que l'esprit humain est très imaginatif. innovant, oui, il y en a qui il y a un projet qui voulait tokeniser sur Sam Bankman-Friedman, Ah oui, ouais, qui voulait créer un mime. Peut-être que ça va marcher, son projet, c'était rigolo pour récolter des fonds et, et envoyer des lettres à Sam Bankman-Friedman qui est en prison pour 25 ans et voilà, lui envoyer des lettres tous les jours. et bah, Euh, drôle de Pas pour le vision. soutenir, hein. Pas pour le soutenir, hein. Je pense que tout. Voilà, donc oui, il y a des projets, des projets rigolos, et puis des projets fous aussi. Ouais, on a de tout. Moi, après, je suis assez ouverte sur, OK. sur, sur les demandes. Ouais. J'écoute toujours. Après, bon, voilà, on ne peut pas tout faire. Ah, c'est clair, c'est clair. Quand on parle de Web3, on dit souvent que c'est un écosystème qui est friendly. Est-ce que c'est aussi un avis que tu partages? Est-ce que tu trouves que voilà, l'écosystème, il est assez ouvert, que c'est assez facile de contacter une personne ou une autre pour rentrer en relation avec, pour trouver des synergies? Est-ce que pour toi, c'est un écosystème un peu comme le Web2 qui est fermé, où c'est du mal à communiquer avec les gens? Quel est ton avis, toi, justement, sur cette industrie? Bah, moi, je pense qu'on est dans un écosystème assez ouvert. Et Trop bien. de plus en plus ouvert même. C'était déjà ouvert avec des communautés digitales numériques, OK. voilà, qui existaient sur Discord, sur Telegram. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ces communautés deviennent physiques aussi. On a de plus en plus de conférences, des événements qui sont ouverts au plus grand nombre. Ouais. Donc oui, je pense que c'est assez ouvert, ouais. Et du coup, quel conseil tu donnerais, toi, aux nouveaux qui viennent de rentrer, qu'ils soient entrepreneurs ou curieux, investisseurs ou et cetera? Quels conseils tu redonnerais à ceux qui veulent se lancer dans l'écosystème Web3 ou dans la tokenisation? Par où ils devraient commencer? Moi, je pense qu'ils doivent d'abord comprendre ce qui se passe, comprendre les basiques de la technologie et se former. Se Ouais, former, c'est la base, hein, parce que ça reste quand même, ça reste complexe finalement. Ça reste complexe pour la plupart des gens qui sont pas dans l'industrie. Voilà, après, bon, il faut faire attention, il ne faut pas suivre n'importe quel influenceur non plus. Donc, il faut choisir des ouais, contenus de qualité. C'est vrai que c'est vraiment super ce que tu fais d'inviter des gens de l'industrie qui partagent leurs connaissances parce que une merci. source, c'est une source voilà, qualifiée de contenu. Je pense que ça, c'est la meilleure façon
de rentrer dans l'industrie. Voilà, donc bien choisir les formations, les contenus qu'on écoute pour pouvoir mieux comprendre. Je crois que c'est la base. Ouais. Ouais, c'est pas forcément facile parce que quand on arrive, bah, déjà on se dit: «Mais moi je suis pas de la tech, je peux pas comprendre». Ça, je pense que tu l'as déjà Oui, entendu 1000 fois, parce que souvent la tech est mise en avant plus que les cas d'usage, donc ça fait peur à beaucoup de gens. Puis après on arrive, on se dit: «Bon, c'est un écosystème nouveau, ça parle avec des mots que je comprends pas trop», donc du coup ça peut aussi, freiner. Et puis après il y a des gens qui arrivent et qui se jettent un peu à corps perdu dedans sans vraiment se renseigner, se former et comprendre, ou même aller, taper à la porte de spécialistes. Je suis une entreprise, j'ai besoin de me lancer dans l'écosystème, bah, tout simplement, je contacte Sabrina et puis je vais aller chercher les meilleures informations parce que Sabrina, son métier, ça va être de pouvoir m'accompagner sur du long terme, avec différentes stratégies possibles. Et ça, souvent, les gens, ils ont pas trop tendance à le faire parce que dans le Web 2, souvent, les gens sont un peu tous autonomes, c'est-à-dire que je donne pas trop mon idée, j'essaye d'avancer moi-même et j'apprends moi-même, ce qui est bien aussi d'apprendre par soi-même, c'est génial. Maintenant, bah, quand on a la force et la chance d'avoir des gens dans l'écosystème comme toi qui peuvent apporter de la valeur aux gens, bah, faut les contacter, il faut aller voir, il faut se former aussi, comme tu l'as dit, pour savoir ce qu'on peut faire et comment on peut se développer. Donc, ouais, vraiment, merci de partager cette chose-là. On arrive gentiment à la fin du podcast, Sabina, on n'aura pas le temps, Sabrina, pardon, on n'aura pas le temps de tout faire aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de sujets encore à traiter. Par contre, on a toujours le mot de la fin pour notre invité. Et ce mot de la fin, il est pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu voudrais partager pour nous comme mot de la fin? Est-ce que ça va être tout simplement un mantra, un dicton que tu utilises souvent? Ça peut être un sujet qu'on a traité, que tu voudrais revenir, peut-être un sujet qu'on n'a pas traité, que tu voudrais absolument traiter. Tu as le temps que tu veux, 30 secondes, 10 minutes, c'est toi qui choisis. On te laisse ce mot de la fin. d'accord, merci pour le mot de la fin. Ah, bah, moi, je dirais peut-être un mantra, comme tu disais, c'est voilà, de croire en soi. Et un des conseils qu'on m'avait donné une fois, c'était aussi de pousser les murs. Voilà. De OK. ne pas avoir peur. Et puis voilà, et juste y aller. Donc, il y a des millions de conseils aujourd'hui sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais moi, je pense que voilà, ce qui est crucial, c'est d'abord de croire en soi et puis mener son projet avec passion et confiance. Et puis voilà. Ouais, prendre un peu de risque, quoi, pas bête, mais prendre au moins un peu de risque pour essayer de, comme tu dis, pousser des murs et voir autre chose, sortir de sa zone de confort pour explorer quelque chose de nouveau. OK, Ouais. bah, merci beaucoup. Merci beaucoup Merci à Sabrina pour toi. ce mot de la fin. C'était vraiment top. Tu as apporté full valeur. Je pense que tout le monde est super heureux d'avoir écouté ce podcast. Bravo pour ce que tu fais. Force à toi pour Noma, pour la suite. Et puis, bah, j'invite tout le monde à aller regarder les liens en description et aller voir ce que fait, Sabrina parce que vraiment une personne incroyable. Vous avez pu l'entendre sur le podcast. Beaucoup de qualité, beaucoup de valeur, beaucoup de connaissances et on n'en a pas beaucoup dans l'écosystème. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir Sabrina. À très vite Sabrina, prends soin de toi. Merci beaucoup, Jean. Au revoir.